La théorie de l'univers électrique. Donc une présentation de Wal Thornhill des courants cosmiques vers le soleil électrique. Bon, je me mets pas la pression. Je veux remercier Michael pour son introduction. C'était vraiment génial. Dans ma présentation, je vais essayer d'expliquer comment on connecte les courants électriques cosmiques avec le soleil électrique. Et donc on a la phrase, la caractéristique la plus importante d'un paradigme et les fruits qu'elle donne. Donc j'ai trouvé cette citation qui illustre bien comment parler de soleil électrique. Et comme dans l'introduction que Michael m'a faite, on voit bien que la théorie du soleil électrique donne beaucoup de fruits. Donc toujours cette citation du même article, je vais vous lire 2-3 autres trucs qui je pense sont très appropriés. Et ça parle comme cela, lors d'une révolution, ce qui compte comme de bonnes preuves et de comment on raisonne les choses doit être ouvert à la discussion. Des thèmes et concepts importants changent de signification ou même cessent d'avoir une signification dans le nouveau paradigme. La science moderne n'est pas fructueuse, elle est dogmatique et ça génère aucune nouvelle découverte ou perception et ça produit aucun nouveau résultat en fait. Aucune nouvelle voie d'amener des nouvelles preuves. La science doit être soit productive, soit ses paradigmes doivent changer. Et ça, c'est le moteur derrière mon chemin de toutes ces découvertes que j'ai faites. Et la question est, qu'est-ce qui fait briller le soleil? Et là, on est sur un article publié dans Science qui jette un froid sur le truc. Une anomalie sur les convections au niveau du soleil, trop faible, de 20 à 100 fois moins que les estimations théoriques. Donc, ce qui nous fait poser la question, quel mécanisme transporte le flux de chaleur solaire et sa luminosité en dehors de lui-même? Cela signifie donc que la théorie qu'on a de comment le soleil marche n'est pas correcte. Parce que d'une certaine façon, le soleil est censé récupérer les radiations intenses de son centre vers la surface pour nous donner la chaleur et la lumière que nous recevons ici. Celle qu'on observe en tout cas. On s'aperçoit qu'une des clés dans la transmission de cette énergie nous manque. Donc on en revient à cette question, quel mécanisme transporte le flux de chaleur de la luminosité solaire vers nous? Mais il y a encore une meilleure question, est-ce que la lumière du soleil vient vraiment de l'intérieur du soleil? Et l'univers électrique dit depuis le départ qu'on ne vient pas du centre. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Si on regarde la naissance des étoiles, et comme je l'ai dit hier, la naissance d'une étoile est un accident gravitationnel dans ce qu'on réfère à la cosmologie du Big Bang. Et là, il y a une citation de Hans Alfvén de 1976 qui dit qu'il y a une croyance générale qu'une étoile est formée par un effondrement gravitationnel. Et malgré beaucoup de recherches, personne n'a trouvé aucune évidence de cela, aucune confirmation. Et donc la théorie généralement acceptée de la formation stellaire fait partie des centaines de dogmes non fondés qui constituent une large partie de notre modèle de l'astrophysique d'aujourd'hui. Et si on regarde comment les étoiles se connectent à la galaxie, on doit commencer par regarder la naissance des étoiles et ce qui s'y passe. Et c'est ce que les télescopes à infrarouge nous ont dit, que les étoiles sont formées le long de filaments de courants cosmiques. Mais bien sûr, les recherches ne nous parlent pas de courant électrique, mais ils mentionnent ces filaments. Ici, on voit un réseau de 27 filaments d'étoiles dérivés de l'observatoire de Herschel. Elles ont été numérotées par les observations de Herschel, car ces filaments sont énormes, ils s'étendent sur des dizaines d'années-lumière, et malgré la densité, la distance et la longueur de ces filaments, l'épaisseur est toujours à peu près la même. Donc ça nous rappelle quoi? Une éclair. Une éclair s'étend des nuages à la Terre, et son épaisseur reste plus ou moins la même sur toute cette distance. Donc en fait, là, on observe une espèce d'éclair qui va d'un nuage à un autre nuage. Et ce qu'il y a de plus, c'est que les étoiles dans ces filaments scintillent.
Et le modèle gravitationnel classique ne permet pas cela, car cela demande de rajouter de la matière dans les étoiles de façon répétée et très rapidement pour soutenir ce modèle. Donc les observateurs, les astronomes ont été étonnés de la variation d'un scintillement d'au moins 20%, et seulement sur quelques semaines, alors que le processus devrait prendre des années, voire des siècles. Mais nous savons tous que la lumière électrique scintille, les éclairs scintillent. Donc ici encore, les observations de Herschel sont très surprenantes. On arrive vers une image plus récente qui dit que c'est une nébuleuse bipolaire qui est décrite comme une étoile naissante, ce qui est vraiment bizarre parce que la plupart des bipolaires, en fait toutes les bipolaires, au niveau des nébuleuses que j'ai vues moi, en tout cas jusqu'ici, sont censées être des étoiles en train de mourir et donc elles éjectent de la matière. Mais ici on nous la présente comme une étoile naissante, donc il y a une confusion. Ça dit aussi qu'il y a des centaines d'étoiles naines avec des masses très basses dans ce nuage qu'on voit, dont des naines brunes dans ce gaz nébuleux. Ça c'est censé nous dire comment les étoiles sont nées, où elles naissent. Il y a de la chance d'arriver à observer une naine brune à côté d'une étoile très brillante. Donc la poussière rouge au milieu est censée produire cette espèce de forme de sablier. Donc c'est comme ça que sont décrites les nébuleuses bipolaires. Elles doivent avoir un disque au milieu, un disque de matière, et de quelque part, cela doit causer l'éjection de cette matière. Et c'est ce qui donne la forme sablier à la nébuleuse. Donc ça c'est un autre circuit stellaire qui suppose être une étoile mourante, donc de 8000 années-lumière. Donc on voit la forme de sablier avec un œil bizarre au milieu. Donc c'est à distance de 8000 années-lumière. Et hier je vous ai expliqué que l'orbite de la Terre ici ne faisait que 5 cm et que le Soleil était juste une petite poussière. On pourrait mesurer la distance aux étoiles en kilomètres. Là en l'occurrence on pourrait dire que ça fait 8000 milles, 1000 étant 1,6 km. Donc voilà, si on ramène le modèle à des proportions qu'on puisse comprendre. Et ici l'explication, c'est que la forme sablier est produite par l'expansion rapide des vents stellaires dans un nuage qui s'étend lui plus doucement et qui est plus dense vers l'équateur qu'à ses pôles. Donc c'est des conditions très spécifiques. Comment sont-elles établies? Mais il n'y a pas de vraie explication de ces objets. On ne comprend pas non plus la formation de l'œil au milieu. C'est marrant qu'ils appellent cela un œil, parce qu'il y a des références très puissantes dans la mythologie, notamment dans les événements préhistoriques électriques qui se sont passés. Donc voilà un deuxième circuit stellaire, et il en est à 2100 années-lumière de nous, donc 3000 km si on reprend le Soleil comme la poussière, pour vous ayez une perspective des choses. Et c'est censé représenter le spectaculaire dernier souffle d'un système d'étoiles binaires au centre de la nébuleuse. Dans la théorie de l'univers électrique, l'âge, la naissance et la mort d'une étoile n'en sont pas mesurés du tout de cette façon-là. Donc les astronomes estiment que la gravité d'une étoile tire les gaz de l'autre étoile vers elle. C'est ce qui donne cette illusion de disque dans l'espace qui s'étend. Mais cette explication un peu magique ne peut pas du tout expliquer tous les détails de ce qui se passe vraiment. Vous prenez note qu'on voit que c'est coaxial aussi dans la forme. Il y a un courant interne et externe. Et on voit d'autres objets plus lumineux dedans. Et l'astronomie est incapable d'expliquer ce qui se passe là. Donc eux disent que cette espèce de disque est le résultat de cette expulsion de jets de matière pour cette étoile binaire M29 nébuleuse. Ben moi je pense pas du tout. Le troisième circuit stellaire, celui-là est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs sur ça, Peter Tuthill de l'université de Sydney déclare: ce qui vous coupe le souffle en voyant cela, c'est ton extraordinaire degré de symétrie et ses formes linéaires très intriquées. On le voit sur le schéma, on observe des espèces de barreaux d'échelle en double couche, et en bas des filaments de courant de Birkeland. Et c'est irradié du point central. Donc moi j'ai rajouté par-dessus son schéma que c'est des courants, des filaments de courant de Birkeland. Et en haut j'appelle plutôt ça des barreaux d'échelle en double couche, car la double couche se retrouve dans le plasma quand les particules sont accélérées pour donner une brillance. Et quand le plasma change en densité, on peut avoir de multiples doubles couches au fur et à mesure que tu avances vers le centre de l'étoile. On les voit beaucoup plus lumineuses vers le centre.
Donc on voit le système d'échelle de barreaux et de cônes aussi, qui nous emmène au cœur du système ici. Un double cône hyperbolique, surface du bicône d'ailleurs qui est intersectée par une ligne sombre le long d'un des axes principaux, ce qui est considéré généralement comme ce disque de poussière. Mais ici, on voit que c'est tellement magnifique et intriqué que ça peut pas être créé par une explosion de gaz, de poussière et ce genre d'autres trucs. Mais ça a toutes les caractéristiques d'un pinch électrique, voir dans la description, la définition. Donc là, dans la physique du plasma. Donc voilà l'observation d'une des plus célèbres images de l'astronomie, SN 198 7A. Et cette supernova très particulière est importante dans ma vie à moi, car j'ai publié un papier de recherche donc sur une explication électrique de cette supernova dans le journal scientifique de plasma IAAA avec l'aide de Tony Perrette, qui a aussi publié quelques papiers sur la formation des charges électriques. Donc pour moi c'était le pompon, car pour avoir une publication scientifique sur la théorie de l'univers électrique, c'était pas gagné, comme vous pouvez l'imaginer. Donc cet objet est appelé le carré rouge. Il est 34 fois plus près que la supernova 198 7A. Et on voit bien plus de détails dessus maintenant. La nébuleuse carré rouge a été décrite comme le meilleur laboratoire d'astrophysique découvert jusque maintenant pour pouvoir étudier la physique derrière cette forme mystérieuse autour de cette supernova. Donc un système comme cela aussi complexe et intriqué, on peut y passer des décennies, essayer de trouver des réponses à ce que c'est. Moi, dès que j'ai vu cette photo, j'ai publié mon explication, je savais ce que c'était. Et depuis, j'ai eu aucun retour des experts, soi-disant experts. Cette publication attend d'eux qu'elle soit découverte. Donc voilà cette supernova, l'anneau de perle, le Z-pinch stellaire. Donc là, vous voyez l'anneau central avec 3 anneaux coaxiaux, le plus lumineux étant l'anneau équatorial perlé. L'importance de ce diagramme, c'est que ça vous donne un peu l'ampleur de la complexité de ces décharges de plasma. Donc si on se positionne en haut de ces courbes hyperboliques, se trouve cette espèce d'excroissance, le Z-pinch. Donc cette simulation vient d'Anthony Perrette. Et en descendant, ces particules forment des colonnes, donc en rouge sur le diagramme, au centre. Il y a une couleur un peu pourpre sur le dessin autour du vert. Donc c'est une colonne centrale qui est une colonne en forme d'anneau de filament. Et il me semble qu'il y a un nombre bien défini de ces colonnes. Donc autour de cette supernova, c'est exactement là où soi-disant cet objet a explosé. On a cet anneau de points lumineux avec 3 anneaux coaxiales, un en haut. Et c'est symétrique, donc à l'opposé il y en a un autre aussi. Et il y en a un troisième en bas aussi, ils sont tous coaxiales. Cela nous donne des indications très significatives. On se retrouve au milieu d'une décharge plasma Z-pinch. Et j'avais déjà prédit à l'époque que ces points lumineux ne se comporteraient pas comme si c'était une onde de choc venant de l'étoile. J'ai aussi dit qu'elle devrait tourner sur elle-même et que leur luminosité scintille. Donc j'ai pas tout vérifié, mais mes prédictions sont là et attendent d'être vérifiées et confirmées. L'environnement solaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé autour du Soleil donc l'interface interstellaire du Soleil. La mission IBEX a découvert qu'il y avait des atomes neutres énergétiques appelés ENA, donc qui arrivent dans le système solaire et ils prennent cette forme d'anneau. Ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a des points lumineux, donc en jaune, un rouge, orange. Donc on a autour du Soleil du plasma en mode sombre, parce qu'ils ne sont pas super lumineux. Donc ce plasma autour du Soleil, c'est perpendiculaire au champ magnétique. Donc ces résultats aussi rentrent dans le modèle électrique. Mais voilà comment on fait la connexion avec le Soleil et comment c'est lié avec la puissance et l'énergie du Soleil, comment il marche. Donc ça c'est ce que j'ai écrit en 2005. Le plasma solaire et l'espace interstellaire sont 2 différentes formes de plasma. Donc elle doit avoir une double couche ou une gaine de plasma de Langmuir entre elles. Donc traiter les frontières et l'environnement héliosphérique comme un simple problème de choc magnéto-hydrodynamique est très naïf.
donc un fluide magnétique en gros, hein. On peut comparer ça à un avion qui traverse l'air. C'est trop simple comme modèle ici, c'est naïf. Et depuis, d'autres découvertes ont fait que c'est pas du tout ce modèle en fait. Il a même été dit qu'il n'y a pas du tout de choc très récemment. Et aussi, donc on a la confirmation de la connexion au Soleil. Donc l'IBEX de la NASA, donc le satellite qui explore, a trouvé un de ces rubans lumineux, on ne connaît pas l'origine. Donc on voit le Soleil au milieu qui est représenté, et autour c'est l'héliosphère. Et je vous ai dit que si le Soleil était poussière, l'héliosphère fait 6 mètres de diamètre. Et là on va voir avec la flèche que les vents solaires s'étendent, partent vers l'extérieur, et vont dans la direction des courants de Birkeland. Donc chaque extrémité en verticale, on a les filaments de Z-pinch. Donc il faut les voir en tout comme des cylindres, comme le cylindre de la supernova juste avant. Donc on voit le courant du Z-pinch à gauche qui descend et qui rencontre le vent solaire. Ça neutralise une partie des ions venant du soleil. Donc, et ceux qui partaient en dehors de l'héliosphère vont revenir vers l'intérieur. Et cela a bien été enregistré par la mission IBEX. Donc là on voit les deux flèches qui apparaissent au coin des intersections, vent solaire, Z-pinch. Récemment, il a été découvert aussi que le Z-pinch du Soleil est aligné avec le champ magnétique galactique local, encore prouvé par la mission IBEX. Les ENA viennent des vents solaires, des ions des vents solaires, et s'intersectent avec le courant cylindre du Z-pinch. C'est renvoyé dans le système solaire. Et dans la colonne centrale, on voit les doubles couches, là, rouge-bleu, et on a des preuves maintenant que elles s'accélèrent ces particules. Si on reprend l'image du carré rouge de la nébuleuse, avec les barreaux d'échelle, ces doubles couches sont les barreaux de l'échelle. Donc on les verrait dans les deux colonnes extérieures aussi. Donc là où il met le point rouge là sur l'écran. Donc l'autoroute magnétique solaire. Donc très récemment, le 4 décembre 2012, la sonde Voyager 1 a traversé une frontière, et la théorie était qu'une fois que Voyager aurait traversé cette barrière, les champs magnétiques se courberaient comme sur l'image, les particules aussi, comme si le front de vent arrivé était soudainement courbé sur les côtés, et donc passer autour de l'héliosphère, comme sur le point rouge. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le champ magnétique continue à aller tout droit, donc dans cette direction sur l'écran que je vous montre. Et donc il continue dans cette direction. Et à ce niveau-là, ces particules semblent s'accélérer. Et donc ça rentre dans le modèle de l'univers électrique. Donc la citation, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit comme ça. Le Voyageur 1 nous amène l'inattendu. Donc là, on est sur un circuit actif stellaire. Donc c'est la nébuleuse du crabe. Donc c'est cet objet qu'on voit sur la vidéo, avec une activité complexe autour de cette étoile en particulier. C'est supposé être une étoile à neutrons, avec une période de 33 millisecondes. Donc ça veut dire que ça tourne extrêmement vite. Mais si on fait plus attention à ce qui se passe ici, et je vais vous le montrer en détail plus tard, on a des touffes et des points chauds, et donc l'étoile centrale, enfin l'objet central au milieu. Et c'est ça qui nous intéresse là, ce que je vous montre. Récemment a été trouvé que c'était la source de rayons gamma très intenses, et cela a été découvert seulement par accident, car leur durée de vie est d'un jour, hein, pas plus. Donc il faut observer cela au bon moment pour le remarquer. Donc avant de vous montrer plus en détail, on voit le focus plasma, un appareil très simple. Donc ça fait un rayon X, un rayon de particules, mais cet appareil permet de faire le faisceau le plus concentré de forme d'électromagnétique et la source la plus concentrée de neutrons et de particules hautement énergétiques. Et tout cela dans un simple faisceau. Donc on a deux conducteurs différents, une électrode externe et interne. Et si tu décharges le capaciteur, c'est une source d'énergie électrique, à travers cet interrupteur, entre ces deux électrodes, ce qui se passe, c'est qu'on voit cet arc de décharge qui va vers la droite dans le baril, qui fait cet arc de ballonnement à l'extérieur et qui revient vers l'intérieur pour générer ce faisceau très puissant, un plasmoïde très stable. C'est la forme la plus concentrée d'énergie électromagnétique jusque-là, jamais faite. Donc le plasmoïde se retourne et forme ce faisceau qui ressort.
vers la droite, et dans l'autre direction aussi, mais qui est fermée toujours ici. Mais dans l'espace, tu aurais un jet qui part des deux côtés, dans les côtés opposés. Donc vers la gauche, chargé négativement, vers la droite où ça ressort positivement. Donc ce faisceau de rayons X et de particules. Et si tu as assez d'énergie, ça sera un rayon gamma. Donc voilà, on peut voir sur l'animation comment ça se passe. Donc le canon à plasma, là on voit que ça vrille, ça se concentre. Donc ça va concentrer, créer ces deux faisceaux qui vont partir en direction opposée. Côté négatif, les électrons qui ressortent. Donc une des formes stables du plasma, c'est cette forme en tire-bouchon, en tourbillon ou en tornade. Je reprendrai cette description plus tard. Donc on revient au cœur de la nébuleuse du crabe, un objet enclume. Ouais, ça doit être une description astronomique. Et donc il y a des très puissants, très gamma qui en sortent. C'est bien distant de ce pulsar ici, là, sous la flèche verte. Mais en termes d'univers électrique, tout cela fait partie du circuit de l'étoile. Suivant l'axe que je suis en train de vous montrer, la flèche verte qui ressort vers l'extérieur, le jet. Et là on voit que la forme ressemble à du plasma. Pour ceux qui connaissent, savent le reconnaître. Voilà, cette forme de bras et cette forme étrange ici. Donc c'est l'image du pétroglyphe de l'homme, les mains en l'air, style égyptien. Ouais, je crois que ça veut dire ça, la forme enclume, anvil feature. C'est typique d'une instabilité de plasma et un des effets de l'arme à plasma juste avant. Ça peut prendre la forme d'un canard aussi. Il y a différents pétroglyphes qui représentent cela. On le retrouve un peu partout dans le monde. Cette créature étrange avec les bras en l'air. Donc c'est une instabilité plasmatique. Et c'est là aussi que le plasmoïde existe, exactement où je vous le montre là. Donc cela explique complètement l'explosion de ray gamma, qui donne les mêmes effets que le pistolet plasma, et qui focalise sur ce pulsar, mais en fait c'est pas un pulsar, c'est un corps normal. Une étoile à neutrons n'existe pas en fait. Donc c'est ce circuit qui fait marcher l'étoile, et donc ça allume autour, et donc c'est en mouvement très rapide d'ailleurs. Et moi je vous dis que ça remonte à ces pétroglyphes préhistoriques. Donc un autre circuit stellaire, on voit bien l'hyperbole, champignon à l'envers. C'est l'étoile Herbigaro, distante de 450 années-lumière. Donc l'étoile est en bas du cône, enfin presque au milieu on va dire. Et donc ça se voit moins, et le côté opposé, donc la bipolarité. Donc voilà, la distance c'est 550 km en gros, si on reprend le modèle que je vous ai expliqué avant. Donc ces circuits, on peut faire le parallèle avec le circuit du Soleil. Quand il dit circuit, il dit circuit électrique, ou plasmatique. Donc à droite, le circuit Soleil. Et ce dessin a été fait par Hans Halphen, il y a quelques années. Je mettrai un lien dans la description, comme d'hab. Et lui, il considérait le Soleil au centre ici, comme le conducteur. Mais nous, on suggère en fait que le Soleil est en fait conduit par le circuit que j'explique sur la gauche. Donc l'idée c'est d'essayer de connecter les deux circuits. Donc le soleil en tout petit au milieu entre les deux cônes. Et donc il faut le coupler avec le circuit extérieur autour. Donc moi j'ai fait ce projet en collaboration avec Don Scott. Certains d'entre vous ont peut-être lu son bouquin Electric Sky, que je ferai peut-être un résumé, on verra dans l'article. C'était l'une des choses la plus intéressante et énigmatique sur laquelle j'ai travaillé ces dernières années. Peut-être qu'on fera une présentation tous les deux l'année prochaine de notre version du circuit, de comment ça marche. Car si on arrive à faire cela, on peut expliquer comment sont créés ces cycles solaires de 11 ans. On pourrait arriver à trouver des méthodes pour utiliser des radiotélescopes aussi, pour nous aider à expliquer ce genre de circuit. On pourra en déduire et faire des prédictions sur ce qui se passe, ce qui va se passer, sur de longues périodes même, au niveau solaire et autres.
On pourrait en retirer beaucoup de bénéfices et ça c'est seulement valable sur le modèle de l'univers électrique. Donc, de toutes les recherches que j'ai fait, une des choses les plus fructueuses, c'est de retourner un peu dans le temps et de lire les pionniers et de l'argumentation qu'ils avaient à l'époque, quand des choses comme la théorie d'Einstein ont été acceptées ou pas. Et si tu vas vraiment, tu lis les articles originaux, c'est brillant. Donc ces articles publiés avant les travaux d'Einstein et que Einstein soit reconnu comme la bonne théorie. Et du coup, les étudiants ne connaissent pas ces publications vraiment extraordinaires. Et donc on a perdu beaucoup de choses à cause de ça. Et c'est une des grosses erreurs de l'éducation, pas enseigner cela. Et donc ici, Sir William Huggins, en 1885, a présenté un modèle électrique à la Société de Londres. Et il a déclaré toutes les perturbations électriques terrestres, les plus grosses qu'elles soient, doivent être insignifiantes en comparaison de ce qui se passe dans la photosphère. C'est pas petit de dire que l'expérience qu'on a des éclairs et des aurores boréales ne suffisent pas à expliquer une vraie conception de la force électrique en action au niveau du Soleil. Donc avant 1900, le fait que le Soleil soit électrique en conception était encore possible. Et au XXe siècle, on l'a perdu. Récemment, on a découvert des tornades électriques dans la chromosphère du Soleil, donc dans la couronne. Donc la couronne en haut et la chromosphère en bas. Non, la photosphère en bas, à la surface du Soleil. Vous vous rappelez que je viens de vous parler de l'instabilité de plasma et du pistolet plasma avec ce mouvement en tire-bouchon, voire tornade, ben voilà, c'est ça. Une connexion électrique entre le Soleil, photosphère et la couronne. Donc ça c'est un des éléments du circuit électrique, la super tornade, dans la chromosphère, entre la couronne et la photosphère. Il est estimé qu'il y en a 10 000 constamment présentes à la surface du Soleil. Donc la surface et la couronne sont connectées par ces vortex. Donc on parle de vortex couronne, donc on va en arriver aux taches solaires et ce que sont ces granulations à la surface du Soleil. Et si on remonte dans le temps, là on trouve encore des possibilités à cause des taches solaires. À l'époque, Christian Birkeland décrivait, donc juste avant 1900, il dit il est possible d'imaginer que l'intérieur du Soleil forme le pôle positif d'énormes courants électriques. Il ne cesse de m'émerveiller en lisant ses écrits, ses recherches et son travail. Donc de supposer cela a l'avantage de donner une explication naturelle du mouvement des taches solaires suivant les latitudes différentes. En gros, il parlait du cycle des taches solaires, des éruptions solaires. Donc là, il nous dit que dans ce cas-là, les origines des taches solaires et que la couche isolante photosphérique, donc l'enveloppe, était parfois percée par des décharges perturbations, formant ainsi de gros arcs électriques. Et bien sûr, dans l'âge de la NASA, on a découvert cet anneau de plasma entourant le Soleil, le torus ou tor plasma, le donut, donc vu du pôle par en dessous, en bas, et en haut, on regarde par l'équateur. Donc ce donut de plasma, c'est un stockage d'énergie, et qui, quand il est instable, peut se décharger dans le Soleil. Et moi, je suggère que c'est ça l'origine des taches solaires. Donc quand on regarde vers l'intérieur de la tache solaire, on voit les turbulences, donc c'est ces super tornades. Ça ressemble un peu à des flammes du gaz qui brûle. Et on en revient au papier que je vous ai présenté au tout début de la présentation, publication. C'est qu'aucune convection ne peut être détectée dans le Soleil, enfin il n'y en a pas. Pourquoi la tache est sombre si le Soleil est juste en dessous? La réponse la plus simple, c'est que le Soleil est beaucoup plus froid qu'on croit, par plusieurs milliers de degrés plus froid. Et là on voit les filaments, des tornades de plasma brillantes. Donc c'est ce que je vous ai présenté dans la chromosphère, hein, en verticale. Là on regarde en direction du Soleil. Un peu le même phénomène qu'on observe avec les jets bleus, avec les éclairs, les phénomènes lumineux transitoires ou sprites. C'est le même genre d'effet. Donc à l'extérieur très brillant, ces tornades ont des milliers de kilomètres de long, hein. Donc au milieu c'est sombre et elles ont un mouvement rotatoire. Donc sur la gauche, après il va montrer donc, les filaments au niveau de la surface du Soleil. Très lumineux à l'extérieur, sombre à l'intérieur. Donc c'est comme une tornade qui descend avec des éclairs lumineux. Bref, comme un siphon aussi, une tornade. À l'intérieur de la
tache solaire elle-même, dans la partie la plus sombre, on voit le dessus de filaments encore plus fins, donc c'est granulaire, et ils sont actuellement plus chauds que la surface du Soleil. Donc encore un diagramme ici, mais je ne vais pas trop entrer dans le détail. La photosphère forme une double gaine de plasma. Ça montre comment le Soleil régule les courants qui traversent la photosphère pour nous donner la lumière et la chaleur constante. C'est l'extraordinaire pouvoir de la nature de faire les choses simplement comme nous on aurait pu les faire, avec de simples transistors pour contrôler les courants électriques. Donc tous ces jets entre ces granules sur la surface solaire, les spicules sont bien sûr inexpliquées dans le modèle standard, mais nous dans le modèle électrique, c'est nécessaire de savoir ce que c'est. C'est les porteurs de charge pour la double couche au-dessus du Soleil. Donc ensuite on passe au soleil électrique. On trouve dans le livre en ligne l'univers électrique, le sun électrique. Bon, je mets dans les liens en dessous, hein, c'est payant, 9 $ je crois. Donc on voit le corps du soleil, une atmosphère très étendue. Petit cercle blanc, c'est la photosphère. Donc c'est comme une couche de tempête, tornade électrique. On peut le voir comme ceci. Donc le flot énergétique est à l'intérieur, vers l'intérieur, mais pas vers l'extérieur. Donc la couronne est la décharge lumineuse. Les ingénieurs électriciens le reconnaissent. Donc les étoiles électriques, comme les lumières d'une grande ville, la nuit, les étoiles sont éclairées de très longue distance à partir de l'énergie d'où elles se trouvent. C'est là où l'énergie est générée. Chaque étoile focalise un pinch électromagnétique dans les courants et faisceaux galactiques. Il faut encore qu'on règle les détails d'explication. Et pour finir, j'aimerais suggérer que le Soleil se couche sur la science du XXe siècle. Donc voilà. Le modèle standard ne peut pas expliquer les choses comme nous l'expliquons dans le modèle électrique. Voilà, traduction Jacques Fruit. Il y a peut-être une autre vidéo aussi, peut-être un article aussi, on verra.